Voilà, cette journée alors, va s'ouvrir avec une intervention de notre collègue Philippe Rabaté sur les voyages de Don Quichotte. Merci Philippe. Merci, merci beaucoup. Et je voulais vous dire tout d'abord à quel point je suis heureux d'être parmi vous et je vous sais gré vraiment de votre invitation et de votre accueil. Donc voilà. Alors donc j'ai donné le titre suivant, qui est un titre très général, dont je vais m'expliquer assez vite, les voyages de Don Quichotte. Alors le parcours de Don Quichotte, on le sait, célèbre la liberté de se mouvoir, de se laisser aller à la guise de l'inspiration, ou en laissant sa monture décider pour soi. Cette liberté de mouvement est la condition première de l'aventure et de la mésaventure, et elle favorise les rencontres, les imprévus qui sont nombreux, les retrouvailles, les reconnaissances. Et elle place le chevalier errant dans une position qui oscille entre la lucidité, qu'il conduit à énoncer aux autres des conseils d'une très grande sagesse parfois, et la folie la plus pure et la plus régressive, que le hasard le place face à des moulins ou à une barque sans rame. N'oublions pas ces quelques phrases d'éloge de la liberté que prononce Don Quichotte après avoir pu se libérer de l'hospitalité oppressante des ducs, du duc et de la duchesse. La liberté, Sancho, est un des dons le plus précieux que les cieux aient fait aux hommes. Ni les trésors que renferme la terre, ni ceux que la mer recouvre ne peuvent s'y comparer. Pour la liberté autant que pour l'honneur, on peut et on doit aventurer la vie. Au contraire, la captivité est le plus grand malheur qui puisse advenir aux hommes. Si je te parle ainsi, Sancho, c'est parce que tu as bien vu les égards et le luxe dont nous avons joui dans ce château que nous venons de quitter. Or, au milieu de ces mets exquis et de ces boissons de neige, il me semblait être pris dans les angoisses de la faim, parce que je n'en jouissais pas avec la liberté dont j'aurais joui si ces choses avaient été miennes. Car les devoirs que l'on a de récompenser les faveurs et les bienfaits reçus sont des entraves qui ne laissent point prendre de champ à un esprit libre. Heureux celui à qui le ciel a donné un morceau de pain, sans qu'il soit tenu d'en remercier tout autre que le ciel même. Ce que décline ici le texte, c'est une certaine idée en fait, de l'autonomie, et une considération farouche et décidée de la nécessaire indépendance du chevalier errant, qui ne se soumet à nul autre pouvoir qu'à celui de l'aimer. Dulcinée, bien évidemment. Cette liberté recouvrée permet donc à Don Quichotte de poursuivre son œuvre de chevalerie, nous dit le texte. Proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías. Mais comment peut-on définir celle-ci? Quelle est sa singularité au regard d'autres pérégrinations romanesques du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle? Il semble que l'expérience initiatique ait d'une certaine manière fixé dès le début du roman la relation que l'hidalgo quinquagénaire entretient avec le monde qu'il va arpenter. Si, comme on s'en souvient, les lectures incessantes et ferventes des romans de chevalerie finissent par dessécher son cerveau, le remplissant de l'air de la folie, elle comporte également toute une série d'incidences sur l'espace et le temps qui vont être le théâtre de ses aventures. Ils sont en effet marqués du sceau de la superposition, parfois de la saturation. Et si nous avons choisi de recourir au pluriel, les voyages de Don Quichotte, ce n'est pas seulement pour rappeler que le chevalier errant a fait 3 sorties successives, la première, comme vous vous en souvenez, brève et solitaire, les 2 suivantes accompagnées de son fidèle écuyer Sancho Panza, mais bien pour dire que le voyage ne peut être univoque et unidimensionnel, mais doit comporter toute la sève et toute la richesse de l'expérience, depuis la sensation la plus infime jusqu'à la contemplation la plus élevée. Aussi, le lecteur se trouve-t-il emporté dans différents voyages en réalité, et dès le début du texte, au caractère indissociable. D'abord un voyage ou une itinérance assez peu ordonnée, il faut avouer qu'elle est même un peu chaotique, et on verra pourquoi, du point de vue poétique, il y a cette succession d'épisodes, parfois qui ont des liens de plus ou moins grande nécessité les uns avec les autres, en fait. Mais c'est également, ce voyage, comme l'exprimait Michel Foucault, une véritable trajectoire de reconnaissance des signes du monde épique et du monde chevaleresque, d'un monde en fait archaïque, en 1605 et encore plus en 1615, d'un monde périmé, caduc. Et un parcours qui se fait dans le constat d'un écart, d'une différence, d'un contraste entre ce monde rêvé de Don Quichotte et la supposée réalité que nous présente le texte, et bien évidemment cet écart entre les deux est l'une des grandes sources en fait, du comique et des bourgelasses que l'on trouve dans le texte. Mais ce voyage, c'est également un voyage au sein de différentes formes esthétiques, de différents types de poétique que nous allons rencontrer. En somme, dans le voyage de Don Quichotte, apparaissent de nombreux miroitements d'autres voyages possibles. La déambulation du personnage du chapitre 9 dans les rues de Tolède, sa découverte d'un manuscrit, l'expérience de plusieurs types d'auteurs aussi présents dans le texte, la confusion ou la fusion volontaire des plans historiques et poétiques, voici autant d'un symptôme ou d'indices qui nous indiquent que nous sommes face à un voyage qu'on pourrait qualifier de polyphonique et polysémique à la fois. Aussi pourrions-nous nous demander comment, peu à peu, ce voyage parvient à se donner sa propre consistance, à coup de références, d'autocitation, et comment il baptise sa propre finalité d'une certaine manière, qui peut paraître ensuite indiscutable.
Et parallèlement, quelle forme de quête et de connaissance le texte nous livre-t-il en ce qui concerne les personnages? Alors j'organiserai cette conférence, je vais essayer d'être le moins long possible, de respecter le temps, en différents moments, en vous parlant d'abord de la particularité de la poétique du Quichotte par rapport à d'autres poétiques de l'époque au XVIe siècle, avant d'aborder plusieurs notions qui me semblent façonner ou forger l'unité du texte, à travers différents types d'aventures et différentes notions imaginaires présentes dans le texte. Et ensuite, je consacrerai un troisième et dernier moment à une double série de considérations sur le lien entre le voyage et le langage, et entre le voyage et la connaissance. Voilà, donc à peu près le plan que je suivrai. Mais tout d'abord, les liens entre voyage et poétique, et écriture du texte. Alors si l'on accompagne à présent Don Quichotte dans ses pérégrinations, dans cette vie errante, pour reprendre une très belle formule de Marie Yourcenar dans L'œuvre noire, cette vie errante qu'il a choisie, force est de constater le lien très subtil que Cervantes tisse entre ce parcours et les genres narratifs de l'époque, par le biais d'un jeu de différences et de répétitions assez complexe. Il est naturellement très difficile de reconstituer ce que Cervantes pouvait avoir en tête au moment où il a composé le Don Quichotte. Et ça semble même impossible, à moins d'avoir des dons de divination dignes du singe de Maese Pedro. Mais il semble indispensable d'avoir présent à l'esprit, comme nous invite à le faire un critique anglais, un très grand cervantiste, Edward Riley, que Cervantes se trouvait dans une stratégie de différenciation par rapport aux autres grandes œuvres de son époque. Aussi, afin de définir dans quelle mesure le Don Quichotte s'élabore à partir d'une politique du voyage, commencerons-nous par nous pencher sur le genre qui constitue la référence la plus évidente du texte, qui est le roman de chevalerie, pour aborder ensuite ses liens plus complexes avec le récit picaresque, qui paraît peut-être de manière moins évidente. Tout d'abord, donc, la réinvention d'un parcours chevaleresque. Alors, comme on le sait dès ses premiers pas, Don Quichotte, personnage né ou plutôt révélé au lecteur à l'âge de 50 ans, expose son désir de poursuivre la longue tradition, rêvée plus que réelle, des chevaliers errants. Et son désir, c'est un désir impérieux, irrépressible, est ainsi décrit avec humour au second chapitre de l'œuvre. Alors je cite le texte. « Ses préparatifs achevés, il ne voulut pas différer plus longtemps l'exécution de son dessein. Pressé qu'il était par la privation de le monde, selon lui, souffrait de son retard. Telles étaient les offenses qu'il avait, pensait-il, à réparer, les torts à redresser, les injustices à corriger, les abus à réformer et les dettes à satisfaire. Et ainsi, sans faire part à qui que ce soit de son intention et sans être vu de personne, un matin, avant le jour, c'était un des plus chauds de juillet, il s'arma de toutes ses armes, monta sur Rocinante, après avoir coiffé son casque si mal fabriqué, embrassa son bouclier, saisit sa lance, et par la porte dérobée d'une basse-cour, sortit dans la campagne, tout content et tout ému de voir avec quelle facilité il avait commencé à accomplir son beau désir, nous dit le texte. Ce désir de renouer avec une tradition épique le conduit comiquement, comme on le sait, d'aventuras en desventuras, comme l'a étudié Nadine Lee dans un article très précis. Mais il ne convient de jamais oublier que, par ce geste, Don Quichotte prétend s'inscrire dans une généalogie très célèbre. « Ami Sancho, dit-il un peu plus loin dans la première partie, il faut que tu saches que je ne suis pas né par la volonté du ciel en cet âge de fer pour y faire revivre l'âge d'or ou doré, comme d'ordinaire on le nomme. Je suis celui à qui sont réservés les dangers, les grandes prouesses et les valeureux exploits. Je suis, dis-je à nouveau, celui qui doit ressusciter les chevaliers de la table ronde, les 12 pairs de France et les 9 preux de la renommée, celui qui doit faire oublier les Platires, les Tablantes, Olivant et Tyrante, les Phébus et autres Bilanis, avec toute la troupe des fameux chevaliers du temps jadis, en accomplissant en celui où je me trouve tant de grands et extraordinaires exploits, tant de faits d'armes, qu'ils s'obscurciront les plus illustres de ceux qu'eux-mêmes ont accomplis. » Ces références sans cesse renouvelées au monde épico-chevaleresque constituent un facteur d'unité très fort pour le texte, nourri de très nombreux intertextes que Cervantes se plaît en outre à présenter à son lecteur de manière assez explicite. Amadis, Lancelot, Palmerin, pour ne citer que les exemples les plus célèbres, intertextes et figures qui influencent le comportement de son héros dans tel ou tel épisode. Ce caractère explicite de la référence au roman de chevalerie n'est guère surprenant pour un texte qui affirme initialement, dans un prologue étrange et très original sur le plan formel, la nécessité de révéler les vanités, les inepties, les folies que renferment les textes chevaleresques. C'est donc la fin morale qui constitue, cette fin morale constitue, si l'on en croit l'auteur du prologue, la seule justification de l'écriture de Don Quichotte, c'est-à-dire montrer le caractère vain des romans de chevalerie. Et cette fin morale est rappelée au terme du parcours de l'Hidalgo sous la plume de Cide Hamete Benengeli au dernier chapitre de la seconde partie.
C'est donc sous le signe de ce paradigme chevaleresque et de cette parodie en fait critique des romans de chevalerie que vont se faire les 3 différentes sorties du chevalier. La première correspondant au chapitre 2 à 5 de la première partie. Don Quichotte sort seul et cette première tentative est vouée à un échec à cause de l'écart qui existe entre son code épique et la réalité du monde qui l'entoure. Tandis que la seconde, qui n'est plus solitaire mais accompagnée de Sancho Panza, englobe tout le reste de la première partie et que la troisième occupe l'ensemble de la seconde partie de l'œuvre publiée en 1615. Au fil de ces 3 sorties se dessine en réalité une tension entre le monde rêvé et archaïque auquel Don Quichotte entend renvoyer ses actes et l'espace de la Manche qu'il parcourt. Les 2 premières sorties semblent guidées par l'idée de hasard et par les aventures fortuites qui surgissent au fil du parcours de Don Quichotte. Cervantes désigne avec humour le rôle prépondérant de Rocinante, donc du cheval, dans le choix des parcours. Sur ce, nous dit le texte, il arriva à un chemin qui se divisait en 4. Et aussitôt lui vinrent à l'imagination les carrefours où les chevaliers errants se mettaient à penser quel chemin ils prendraient. Et pour les imiter, il demeura quoi un instant. Puis, après y avoir bien pensé, il lâcha la bride à Rocinante, remettant sa volonté à celle du Roussin, lequel suivit sa première intention, qui était de reprendre le chemin de son écurie. Donc ce principe de hasard est en réalité traversé, plus que contrarié, par toute une série d'invariants narratifs, des invariants thématiques et structuraux, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir d'ici peu. La seconde partie de 1615, c'est un fait extrêmement important, s'éloigne de cette construction pour des motifs assez variés. Tout d'abord, afin de répondre à la continuation apocryphe du licencié Fernandez de Avellaneda, en tout cas c'est le nom qu'il met en avant, qui publia en 1614 un second tome de l'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, qui conduit le chevalier errant à participer aux joutes de Saragosse, comme cela était annoncé d'ailleurs à la fin de la première partie authentique. Dès lors, le voyage de Don Quichotte acquiert une autre valeur, moins erratique, et le conduit jusqu'à Barcelone où il connaît une défaite qui sonne la fin de ses aventures chevaleresques. Ainsi, au regard des différents éléments que nous avons pu mentionner, et qui constituent une première approche du voyage dans le texte, nous pouvons considérer que le Don Quichotte, loin de nous proposer des variations sur la figure de l'homo peregrinus, qui était si fréquente à l'époque, notamment dans le terrain religieux, que le Don Quichotte construit un voyage qui défie les lois habituelles du récit et place les protagonistes entre espace connu et espace mythique, entre reconnaissance et découverte, entre hasard et nécessité. Le parcours de Don Quichotte est donc par essence une tension entre plusieurs pôles, un discours réaliste et des élans utopiques, référence à un espace donné et surimposition idéaliste et mythique. Ce que souligne encore davantage l'intégration d'éléments qui relèvent d'un autre modèle, beaucoup plus candente, beaucoup plus brûlant à l'époque, et nous voulons parler du récit picaresque. Alors, comme l'ont étudié de grands spécialistes de l'œuvre, comme Francisco Márquez Villanueva ou José María Micó, Cervantes doit affronter, alors je choisis vraiment à dessein le terme affronter, au moment où il rédige son œuvre, un véritable succès de librairie, qui est celui du plus grand des romans picaresques, celui de Guzmán de Alfarache de Mato Alemán, publié en 1599 et en 1604. Alors ce vaste roman picaresque, dont la première partie a parfois été publiée conjointement avec le Lazari de Tormes, suit un schéma narratif très strict et cohérent, qui diffère de manière vraiment radicale des choix poétiques de Miguel de Cervantes. Toutefois, en dépit de ces divergences esthétiques qui semblent assez manifestes entre, si on lit la première partie du Guzmán et la première partie du Quichotte, c'est tout à fait évident, le Guzmán et le Quichotte sont 2 projets romanesques qui peuvent être lus sous le sceau, en fait, véritablement de la gémellité, principalement en raison de la similarité du parcours de leurs auteurs respectifs. Tous les 2 sont issus des mêmes circonstances historiques. Le règne interminable de Philippe II. Les 2 écrivains sont nés la même année, 1547, ont tous 2 des origines judéo-converses et ont connu de nombreux revers de fortune, une carrière administrative ratée dans les 2 cas, des investissements improductifs dans les 2 cas et quelques épisodes d'emprisonnement dans les 2 cas également. Et l'écriture semble jouer pour eux 2 un rôle de compensation assez manifeste en fait, face à ces déboires de leur trajectoire vitale. Si l'on se penche plus précisément sur l'inscription que ces 2 textes réservent à la notion de voyage et à l'imaginaire du mouvement, on ne peut que constater des différences, comme je vous le disais à l'instant, assez radicales. Le récit picaresque de Guzmán est fondé sur un regard rétrospectif, donc rien à voir avec le Quichotte. C'est un regard rétrospectif depuis la maturité. Et il est fondé également sur une écriture à la première personne, qui permet au protagoniste de raconter l'ensemble de son parcours, en fait de se justifier, et de ce qui l'a conduit à devenir galérien, ce qui est quand même le statut le plus dégradé en fait, que puisse avoir un individu à l'époque. Alemán précise les règles d'écriture de son texte dans une brève note préliminaire qui s'appelle « Brève déclaration pour l'intelligence de ce livre ». Il y écrit, donc en s'adressant à son lecteur, « Il faut donc présupposer que Guzmán de Alfarache, notre gueux, ayant fort bien appris le latin, le grec et la rhétorique, comme on le dira en cette première partie, poursuivit ses études en Espagne lorsqu'il fut rentré d'Italie, en l'intention de se faire d'église.
Il les abandonna pourtant pour reprendre ses vices, après y avoir donné quelques années. Il écrit lui-même sa vie dans les galères, donc voilà le point de vue rétrospectif, où il demeure forcé à la cadène pour ses crimes, comme tu verras bien au long en la seconde partie. Donc loin de nous laisser aller à suivre un chemin hasardeux, les deux premiers grands romans picaresques, le Lazarillo de Tormes et le Guzman, nous guident sans cesse en réalité et façonnent notre lecture à partir d'un usage novateur de l'écriture à la première personne. Nous sommes face à des pseudo-autobiographies convaincantes, vraisemblables, et également, l'idée qui domine véritablement ces textes-là, c'est une finalité assignée à l'écriture. Finalité à la fois temporelle, le protagoniste écrit depuis un présent qui lui permet de surplomber, de dominer l'ensemble de sa trajectoire, et finalité également narrative. Il réorganise ainsi les différents éléments de sa trajectoire pour leur conférer un sens, en réalité pour faire un plaidoyer pro domo, de certaine manière pour se défendre lui-même. Cette logique démonstrative inhérente au texte picaresque, alors j'insiste vraiment sur le terme démonstratif, il y a vraiment une logique à l'œuvre, cet usage contraignant d'une première personne toute puissante sont deux traits qui ont dû véritablement déplaire, j'emploie le terme à dessein, à Cervantes. Il existe néanmoins une véritable oscillation dans la composition cervantine entre deux poétiques qui impliquent deux idées du voyage et deux implications en fait, métalittéraires. Afin de comprendre cette ligne de tension entre deux conceptions du récit, nous allons prendre comme point de départ une distinction opérée par Maurice Mollo à la suite du Pinciano, qui était un auteur, comme vous le savez peut-être, très lu à l'époque, notamment en raison de sa Philosophia Antigua Poetica de 1596, qui est considéré comme l'un des plus grands traités néo-aristotéliciens. Dans un dialogue portant sur l'épopée et la poésie, donc Maurice Mollo nous rappelle les principaux termes que pose le Pinciano à propos de l'écriture de la fiction. Pour définir le protocole de la narration, écrit Mollo, Lopez Pinciano fait appel à une métaphore, la corde à nœuds. La fable, dit-il, est comme la corde, elle se noue et elle se lâche. Et elle a un commencement, un milieu et une fin. Ainsi va-t-on serrant jusqu'à n'en plus pouvoir davantage, comme quand on met quelqu'un à la question, puis on relâche le garrot. Une comparaison assez violente. Donc le conte a une relation ici assez certaine avec la mort. Il s'agit, comme dans le discours de Scheherazade, de prolonger la vie, ou, comme dans cette comparaison très forte qui est ici présentée, de faire plier le lecteur sous l'effet d'une fable qui littéralement le prend à la gorge, la fameuse corde. De là, il y a en fait deux manières de narrer, deux manières de raconter une histoire. Dans les œuvres courtes, écrit Mollo, ou dans les dramatiques, on serre le nœud, puis on le relâche, et on le resserre à nouveau pour le lâcher, et ainsi de suite. Donc une série de tensions, en fait. L'autre manière est celle d'Héliodore, qui noue toujours et jamais ne dénoue jusqu'à la fin. Et la fin résout l'ensemble des tensions du texte. Donc d'une part, nous aurons une structure qui serait celle du roman-épisode. Qu'il s'agisse des tratados, des différents chapitres du Lazarillo de Tormes, du Guzmán de Alfarache, ou de la première partie du Quichotte. Exemple que retient Maurice Mollo. Nous sommes face en fait à une structure d'accumulation épisodique où les éléments, précise Maurice Mollo, s'ajoutent les uns aux autres jusqu'à rencontrer un terme où la corde aurait épuisé sa capacité nodale. Donc une série d'épisodes s'enchaîne jusqu'à un épisode plus significatif, plus emblématique, qui va résoudre en fait l'ensemble des tensions du texte. Le deuxième type de récit auquel nous semblent appartenir les derniers textes cervantins, aussi bien la seconde partie du Quichotte que le Persiles, donc le tout dernier texte, brise l'idée d'une linéarité et s'approche d'une pensée cyclique. Tous les épisodes se tendent en vue d'un dénouement final qui est souvent spatial, le terme d'une pérégrination, qu'il s'agisse du hameau de Don Quichotte où il revient, ou de Rome dans le cas du Persiles, une sorte de résolution finale. Tout, comme nous venons de le voir très brièvement, en fait, le Don Quichotte n'a pas choisi d'une certaine manière, ou plutôt a pratiqué les deux types de récits. Dans la première partie, plutôt cette structure épisodique accumulative, et dans la seconde partie, un ensemble de tensions qui se dénouent dans le terme, dans le dénouement de l'œuvre. Donc on voit bien que en fait, la poétique cervantine tient lieu un petit peu de laboratoire. Il y a pas mal d'hésitations chez Cervantes, de recherche en fait formelle, si j'ose dire, comme on dirait au XXe siècle. Donc le texte est le lieu d'une juxtaposition entre différentes formes et valeurs du voyage qui renvoient à plusieurs modèles romanesques, on l'a vu ici, et à des protagonistes qui sont issus de poétiques assez différentes. Nous allons à présent nous pencher sur quelques signes de ce voyage et tenter d'en dessiner quelques invariants en fait. D'abord, la première chose assez évidente, c'est que le texte nous conduit à une reconnaissance de différents signes chevaleresques, en fait, de différents signes qui proviennent des romans de chevalerie. Alors, ça n'est pas, je ne vais pas trop insister sur ça parce que c'est assez évident, en fait. C'est que le lecteur de l'époque
pour s'amuser d'une certaine manière, pour se divertir, a besoin de reconnaître des invariants, des épisodes récurrents des romans de chevalerie, et de voir à quel point ils sont parodiés, renversés, retournés, soit sous le mode carnavalesque. Enfin, il y a pas mal de modalités différentes. Bon, ce qui est certain, c'est qu'en fait, le lecteur a besoin de reconnaître quelque chose et de reconnaître aussi un écart ou une considération ironique de la part Cervantes de ces invariants chevaleresques. Bon, ça, le texte le fait avec énormément de brio, surtout dans la première partie. Don Quichotte, écrit Michel Foucault, n'est pas l'homme de l'extravagance, mais plutôt le pèlerin méticuleux qui fait étape devant toutes les marques de la similitude. Il est le héros du même. Pas plus que de son étroite province, il ne parvient à s'éloigner de la plaine familière qui s'étale autour de l'analogue. Indéfiniment, il la parcourt, sans franchir jamais les frontières nettes de la différence, ni rejoindre le cœur de l'identité. Il y a cette espèce d'effet de pan du discours chevaleresque omniprésent. Et c'est ainsi donc que Foucault qualifiait l'incapacité du personnage de s'abstraire d'un monde livresque, à la fois mythique et archaïque, qui est celui de la chevalerie. On pourra citer pour mémoire les principaux épisodes disons, chevaleresques classiques que l'on retrouve dans le texte. Le combat singulier, réitéré au cours de l'œuvre, depuis la bataille avec le Biscayen au chapitre 8 et 9, jusqu'au combat de la seconde partie, d'abord avec le chevalier au miroir au chapitre 14-15, puis avec le chevalier de la Blanche Lune au chapitre 64 et 65. On retrouve aussi l'épisode classique du combat inégal, démesuré, qui est tellement propre à favoriser les prouesses, les moulins au chapitre 8, les foulons au chapitre 20. Mais on retrouve également un autre épisode classique qui est la rencontre manquée avec la dame aimée, chapitre 9-10 lors de la visite au Toboso. Mais aussi d'une certaine manière au chapitre 23 lors de l'épisode de la grotte de Montesinos. La tentation et l'épreuve de la chair sont aussi également un grand classique des romans de chevalerie, et on le retrouve, cette tentation, de manière totalement incongrue avec la prostituée d'auberge Marie Tornes, au chapitre 16, ou bien une farce soigneusement préméditée et burlesque avec Altisidora, au chapitre 44, 46, etc., de la seconde partie. Et enfin, de manière plus générale et constante, Don Quichotte fait l'expérience en fait, de forces démoniaques, de forces ésotériques qui le dépassent, ce qui est encore un des grands classiques, je dirais, des romans de chevalerie. Et il renferme l'ensemble de ces forces ésotériques sous le terme d'encantamiento, d'enchantement, qui est un peu le terme clé, comme on le sait, de la seconde partie. Donc à cette première trame, je vous dis, elle est assez évidente, je disais pour le caractère un peu de catalogue, s'ajoutent en fait quelques figures invariantes de l'imaginaire de Don Quichotte et de l'imaginaire cervantin, par-delà l'imaginaire de son personnage en fait. Donc tout d'abord, il y a dans ce parcours en fait différents types de mouvements qui apparaissent de manière réitérée. Les mouvements les plus évidents pour nous sont les mouvements horizontaux, bien évidemment, que nous voyons dans le texte de déplacement des personnages, qui sont marqués par leur cheminement à cheval, plus qu'à pied d'ailleurs, et le dialogue qui accompagne ce parcours. Mais il y a des moments qui doivent attirer notre attention, des mouvements qui sont moins évidents, qui sont de l'ordre, cette fois-ci, de la verticalité. Parce que sur l'horizontalité paraît être la base même du texte, en fait, cette espèce de parcours, de trajectoire des personnages. Alors, quand on considère les mouvements verticaux, on voit apparaître dans le texte des choses beaucoup plus révélatrices et sans doute beaucoup plus problématiques. L'exemple le plus significatif de mouvements descendants, si on parle de mouvements verticaux, est, comme vous le savez sans doute, l'épisode de la grotte de Montesinos entre le chapitre 22 et 24 de la seconde partie, qui apparaît en plus sous deux évocations différentes. La première évocation de cette descente, qui est censée être objective, en tout cas qui renvoie au narrateur, qui est émise par le narrateur, est la suivante. Don Quichotte criait, à mesure qu'il descendait, qu'on lui lâcha de la corde, toujours plus de corde, et eux la lâchaient peu à peu. Et lorsque les cris qui montaient par le canal de cette caverne cessèrent de se faire entendre, ils avaient fini de dérouler les 100 brasses de cordes. Voilà la présentation, disons, réaliste, en tout cas qui provient du narrateur du texte. La seconde description de cette descente nous provient de Don Quichotte lui-même. À une profondeur de 12 ou 14 toises dans cette fosse, s'ouvre à main droite, là c'est le récit de Don Quichotte, une concavité assez spacieuse pour contenir une grande charrette avec ses mules. Il y entre un peu de lumière par des fentes ou des trous qui s'ouvrent au loin à la surface de la terre. J'ai vu tout à loisir cette cavité et cet espace parce que, déjà là et fatigué de me voir pendu et accroché à la corde, en train de descendre à travers cette ténébreuse région, sans chemin précis ni arrêté, je décidai d'y entrer et de me reposer un peu. Comme on le sait, une fois parvenu dans cette cavité, Don Quichotte cesse de descendre et commence un trajet, effectivement, un mouvement horizontal d'exploration, où il va rencontrer différentes figures remarquables en fait, de la tradition du romancero et de l'épopée, Durandal, Montesinos, Bellarme, et avant de gagner une vaste prairie dans laquelle il va retrouver
il va voir au loin, plus exactement, Dulcinée et parler avec une de ses servantes. Et il va les voir sous les traits, comme vous le savez aussi, des paysannes qu'il a rencontrées au chapitre 10 de la seconde partie, donc juste auparavant. Ce qui va être objet de discussion dès les premières réactions de Sancho, à partir du chapitre 23, et bien plus encore au début du chapitre 24, dans le jugement sceptique de Sidi Hamété Benengeli, qui est l'auteur fictif du texte. Ce qui donc va être problématique est la vérité de cette aventure qui nous place entre vérité et mensonge. Quel est le statut véritablement de ce mouvement, cette descente dans la grotte de Montesinos? Donc l'auteur fictif, vous vous souvenez, l'auteur arabe, Maurice, qui est censé avoir écrit la chronique de la vie de Don Quichotte, précise la chose suivante: je ne puis comprendre ni ne puis me persuader que soit ponctuellement arrivé au valeureux Don Quichotte tout ce qui est écrit au précédent chapitre. La raison en est que toutes les aventures arrivées jusqu'ici étaient impossibles et vraisemblables. Mais celle de cette caverne, je ne trouve pas moyen de la tenir pour vraie tant elle passe les termes de la raison. Penser pourtant que Don Quichotte ait menti, lui, le plus noble et le plus véridique des chevaliers de son temps, cela n'est pas possible. Car il se fût laissé cribler de flèches plutôt que de dire un tel mensonge. Je considère d'autre part qu'il l'a raconté et déclaré avec toutes les circonstances mentionnées et qu'il n'avait pas pu bâtir en si peu de temps un tel échafaudage d'extravagance. Toi, lecteur, juge en homme sage ce que bon te semblera. C'est bien, c'est qu'en fait, on vous laisse totalement à votre libre arbitre. C'est à vous de trancher si cette épreuve, effectivement, si ce qu'a vécu, cette prouesse de Don Quichotte est véritable ou ne l'est pas. Donc la réflexion sur la vérité du conte prend ici toute sa place et on voit bien qu'en fait, ce qu'interroge ce mouvement vertical, c'est finalement la vérité même du récit, et ce qu'il prétend nous apporter. Alors, je vais aller assez vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Pour ce qui est en fait de... Je voulais faire deux séries de remarques avant de terminer sur le voyage, qui sont un peu deux pistes de réflexion qui me semble que nous devons, à mon avis, creuser. Donc, nous avons vu qu'il y avait une grande diversité d'aventures, mais il y a quand même des points communs qui permettent de lier, en fait, notamment en termes de poétique, ces différentes aventures. D'abord, c'est que le voyage est langage. Constamment dans le texte, c'est assez frappant. Ça a été étudié de manière très poussée par la critique. C'est qu'en fait, le mouvement est surtout dialogue, ou le mouvement, disons, transparaît à travers les dialogues des personnages de manière très fréquente. Donc, nombreuses sont les pages du Don Quichotte dans lesquelles nous ne concevons le déplacement des protagonistes que par la teneur même de leurs échanges, dans le rythme des phrases, dans la confrontation de leurs opinions, de leurs sensations, de leurs impressions, sur ce qui leur est donné de vivre. L'un des cas les plus célèbres est sans nul doute l'usage du dialogue dans l'aventure de Clavileño. Après la présentation comique de ce cheval de bois par la comtesse Trifaldi, les deux personnages, irrémédiablement liés par le sort, doivent chevaucher ensemble cette étrange monture. Vous vous souvenez, c'est une monture immobile en bois, on peut difficilement tenir dessus. On ne reviendra pas sur le détail de ce voyage, durant lequel le duc et la duchesse font preuve d'un sens très aigu de la mise en scène, qui est en fait un sens théâtral au sens propre. Mais il convient de rappeler seulement que ce mouvement ascensionnel conduit Don Quichotte et Sancho vraiment au firmament du ciel. Et on le voit, ça se donne à lire à travers les dialogues. Les choses vont comme elles doivent aller, et nous avons le vent en poupe, dit Don Quichotte. En effet, répondit Sancho, car je sens le vent souffler si fort de ce côté qu'on dirait que je reçois de l'air de 1000 soufflets. Et là, nous précise le narrateur, or c'était le cas. Avec de gros soufflets, on lui faisait de l'air. Cette aventure avait été si bien ourdie par le duc, la duchesse et leur majordome, qui ne lui manquait pas un cheveu pour être parfaite. Sentant donc lui aussi le vent, Don Quichotte dit « Sans aucun doute, Sancho, nous devons arriver à la deuxième région de l'air, celle où se forment la grêle et les neiges, le tonnerre, les éclairs et la foudre naissent dans la troisième région, et si nous continuons à monter de la sorte, nous n'allons pas tarder à arriver dans la région du feu. Et je ne sais, moi, comment accorder cette cheville pour ne pas aller nous jeter dans cette fournaise. » Voilà. Cet échange qui unit les deux aventures extraordinaires du maître et de l'écuyer, on les retrouve également du point de vue effectivement interprétatif. C'est-à-dire que Sancho va construire, je ne sais pas si vous en souvenez, tout un discours absolument délirant sur l'aventure de Clavileño qu'il va exposer en fait au duc. Et à la fin de cette description par Sancho, cette espèce de récit invraisemblable, Don Quichotte accepte de croire Sancho que si Sancho croit la réalité de son aventure de la grotte de Montesinos. Façon de dire au lecteur que tout est lié et que voilà, il nous faut entrer ou non dans l'illusion et c'est à nous de trancher. La seconde chose, je vais être vraiment très bref, là je termine. Il me semble cependant qu'il faille doter le voyage d'un sens beaucoup plus redoutable que cette expérience langagière. C'est-à-dire le voyage est dialogue et langage.
Ce qui se dégage du voyage et de quelques-uns de ces épisodes les plus mémorables est bien qu'il s'agit de trouver de nouveaux modes de connaissance, d'explorer d'autres types de représentations. Ce que l'on voit très clairement à l'œuvre, aussi bien dans l'épisode de la grotte de Montesinos dont j'ai déjà parlé, que dans les divinations du singe de Maître Pierre, dans l'aventure de la barque enchantée de Clavileño, ou même dans cette aventure barcelonaise de la tête enchantée. Face à une telle prolifération d'enchantements, de phénomènes surnaturels, Cervantes maintient une position qui le met à l'abri de l'Inquisition, totalement, et d'une lecture trop rigide des censeurs, et qui consiste à confier à son protagoniste le soin d'affirmer le recours à d'autres modes de connaissance. Bien sûr, pas Cervantes qui va dire qu'il faut avoir recours à des modes ésotériques de connaissance. Alors, le cas des propos liminaires et conclusifs qui entourent le récit par Don Quichotte de son aventure dans la grotte de Montesinos est à cet égard évocateur. Face au caractère inhabituel et déroutant de son récit, c'est l'une des rares fois, si ce n'est la seule, où Don Quichotte est véritablement narrateur, raconte une aventure. Et il ne la vit pas directement devant le lecteur, et on n'a pas cette présentation ironique du narrateur. Là, vraiment, on a un récit où seul Don Quichotte peut nous garantir la véracité de ce qu'il a vécu. Donc, face au caractère inhabituel et déroutant de son récit, Don Quichotte prend soin d'affirmer que c'est bien en pleine maîtrise de ses moyens qu'il relate ce qui suit. Il précise, quand il se réveille dans la grotte de Montesinos, « J'ouvris les yeux, me les frottai, et vis que je ne dormais point, mais que j'étais éveillé pour de bon. Malgré tout, je me touchais la tête et la poitrine pour m'assurer si c'était bien moi qui étais là, ou quelques vains fantômes. Mais le toucher, mes sens et les discours raisonnés que je me tenais me garantirent que j'étais bien là-bas, celui que je suis à présent. » Il y a une déclaration quasiment philosophique, en fait. Je suis bien qui je suis. Voilà, et j'ai bien ressenti ceci en étant qui je suis, ce qui pose la question, bien évidemment, des sens trompeurs, dont vous parlerez sans doute. L'on trouve ainsi une explication qui tente d'offrir une ouverture possible vers une connaissance par le rêve, ce qui est une très très vieille idée antique. L'onirocritique, on va quelque chose de très ancien. Il y a la clé des songes, etc. Il y a plein de références ici qui sont présentes. Et on peut lire finalement dans les réponses finales au scepticisme de Sancho, on peut lire aussi cette défense d'un autre mode de connaissance. Sancho s'écrie, lorsque Don Quichotte finit sa narration, « Ô Dieu Tout-Puissant », s'écrie alors Sancho d'une voix forte, « est-il possible qu'il y ait de telles choses au monde et que les enchanteurs et les enchantements y aient tant de force qu'ils aient changé le bon jugement de mon maître en une folie aussi extravagante ? Ô Seigneur, mon bon Seigneur, pour l'amour de Dieu, prenez soin de vous et veillez à votre honneur et n'ajoutez pas foi à ces fariboles qui vous gâtent le sens et vous le font perdre. C'est ton amitié pour moi, Sancho, qui te fait parler de la sorte, dit Don Quichotte. Et comme tu n'as point l'expérience des choses du monde, toutes celles qui renferment quelques difficultés te paraissent impossibles. Mais le temps aidant, comme je te l'ai dit une fois déjà, quand je t'en aurai conté quelques-unes de celles que j'ai vues là-bas, tu seras forcé de croire celles que je viens de te conter ici, et dont la vérité n'admet ni réplique, ni controverse. Donc nous savons bien que le texte ne tiendra pas cette promesse, et que bien au contraire, c'est le doute qui va envahir peu à peu le lecteur, face aux interrogations répétées, renouvelé de Don Quichotte sur la réalité et la vérité de l'expérience de la grotte de Montesinos. Voilà, je vous remercie. Merci à Philippe Rabaté pour cette intéressante approche sur les différentes possibilités qui ouvrent dans l'imaginaire, les déplacements dans l'espace. Et alors de cet espace géographique, passons à l'espace corporel, dans cette mystérieuse intitulé de la conférence de Michel Rizzo sur la vérité par le corps. Bonjour. Bien. Dans cette présentation que je vais faire, qui va être peut-être un peu plus brève, je pense que ce sera beaucoup moins intéressante que celle qu'on vient d'avoir. Donc j'ai prévu quelques images au cas où on s'ennuierait pendant cette présentation. Donc, dans cette célébration que l'on fait aujourd'hui de l'œuvre de Cervantes, et le personnage qui capte toute notre attention, c'est bien sûr Don Quichotte. Alors, par esprit un peu de contradiction, je vais parler de l'autre. En fait, je vais parler de Sancho, qu'on a un petit peu abordé, et on va effectivement aborder cette question de la perception et de la perception à travers les sens. Ces quelques remarques que je vais faire à présent, elles prennent appui sur une découverte que fit jadis le père de l'hispanisme français, Marcel Bataillon, notre maître à tous. Et il fait donc la découverte de cette gravure que je vous propose ici. Il la trouve dans un exemplaire de la cosmographie de Münster. Et on y voit bien sûr Érasme,
comme tout le monde l'aura reconnu, et qui est là, mutilé, de la main d'un inquisiteur. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la légende. C'est que cet anonyme inquisiteur, ou peut-être quelqu'un d'autre, peut-être le propriétaire du livre postérieur, a écrit en légende Sancho Panza. C'est-à-dire qu'on associe Erasme à Sancho Panza. Et ensuite, de l'autre côté, il écrit « et son ami Don Quichotte ». Donc, on place d'abord Sancho pour le lier à Erasme et ensuite Don Quichotte. Donc, là, ce qui intéresse, bien sûr, Marcel Ventaillon dans cette découverte, c'est la difficulté d'établir la raison, les liens qui unissent Erasme à Cervantes. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le fait que cette personne place d'abord Sancho avant Don Quichotte. Ça, c'est un thème qui a été la relation avec Erasme, entre Cervantes et Erasme, est un thème qui a été longuement travaillé par Antonio Vilanova. Mais nous allons nous concentrer surtout à Sancho. Cette inversion des deux protagonistes ne signifie pas que les aventures dont nous allons parler, et dont ces aventures dont nous parlons, ça ne signifie pas que ce sont les aventures de Sancho. Elles sont et elles restent celles de Don Quichotte. Mais ce que nous allons essayer d'établir, ou en tout cas essayer nous allons essayer de donner quelques éléments, c'est que le personnage de Sancho permet d'établir la portée idéologique de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est ce personnage qui structure véritablement le sens de cette œuvre. Les aventures de Don Quichotte auraient pu se dérouler sans Sancho. C'était tout à fait possible. D'ailleurs, les premiers chapitres, Sancho n'existe pas et n'apparaît pas. Aujourd'hui, on considère souvent que ces premiers chapitres sont une nouvelle primitive à l'image des nouvelles exemplaires que l'on connaît pour Cervantes. Et comme l'a démontré Didier Soulier dans un article célèbre, les sorties postérieures ne sont finalement que l'ampliation d'une même structure qui est déjà contenue en miniature dans ces premiers chapitres. On ne fait finalement qu'une amplification de cette première histoire. Et bien sûr, la grande différence entre ces deux moments du récit, c'est l'apparition de ce nouveau personnage qu'est Sancho. La différence, elle est là. Et c'est un personnage dont on ne trouve pas véritablement de prémices d'anticipation dans ces premiers chapitres de la première partie. La présence de Sancho permet de dépasser cette première exemplarité des premiers chapitres. Ce lecteur d'un genre nouveau, qui est Don Quichotte, cet homme qui lit seul des livres qu'il devient de plus en plus facile de se procurer, bien qu'il reste cher, car les livres de chevalerie sont les livres parmi les plus chers. Cet homme, s'il ne lit pas des livres qui lui permettent de s'élever moralement ou de s'instruire, risque, et c'est ça l'exemplarité, risque de sombrer dans la folie en croyant que tout ce qui est écrit est vrai. C'est un récit qui aurait pu figurer dans le Décaméron. Et cependant, malgré ces ampliations postérieures, c'est une lecture du texte qui reste valide. C'est-à-dire qu'on peut, et on continue, on peut lire ce texte dans sa totalité, c'est-à-dire le Quichotte dans sa totalité, sous cette lecture-là. On peut lui donner cette interprétation-là. Et il ne faut pas s'en étonner, parce que, comme le rappelle Philippe Rabaté souvent, c'est un texte qui reste polysémique à bien des égards. Et c'est ça la richesse du texte de Cervantes, c'est qu'il est encore vivant parce qu'il permet de nouvelles interprétations tout le temps. Cela dit, il serait réducteur de ne voir en Sancho qu'un simple révélateur de la folie de son maître. Car la confrontation de Don Quichotte avec le plan du réel est très facile sans lui. Il n'est pas nécessaire à cette confrontation. Et la confrontation avec les non-nobles, avec les gueux, si on veut évoquer la picaresque,
ne nécessite pas la présence de l'écuyer. Et la première sortie le prouve amplement. Ce personnage de Sancho s'inscrit donc dans une double tradition littéraire qui n'est pas celle de l'écuyer du roman de chevalerie. À la source du personnage, on trouve d'abord un type théâtral, une figure théâtrale, et je rappelle que Cervantes est avant tout un homme de théâtre, cette figure qu'on appelle le gracioso, et que l'on trouve dans le théâtre prélopesque. En fait, le premier gracioso de Lope est presque contemporain de Sancho, quelques années. C'est un serviteur, ce gracioso, fidèle à son maître, d'abord rustre et paysan, et un peu béné, qui acquiert progressivement l'ingéniosité, la roublardise que l'on trouve dans le théâtre de Plaute, théâtre classique. L'autre tradition littéraire est celle du bouffon de palais, un personnage habituel du roman de chevalerie et de bon nombre de récits médiévaux qu'il n'est pas besoin de décrire davantage. Les premières représentations que l'on fait de Sancho montrent que c'est le caractère burlesque du personnage qui s'impose assez vite. Dans cette première traduction qui est publiée à Londres en 1618, Sancho apparaît encore assez proche de l'écuyer. On peut constater dans cette première gravure que Sancho est socialement inférieur, il est derrière, comme on peut le voir, mais il reste relativement élégant. Il porte un chapeau à plumes, qui est le symbole de l'écuyer de cour. Et par contre, ce qui nous intéresse ici, c'est l'évolution. Dans ce deuxième, on voit bien, oui, dans cette deuxième traduction anglaise de 1687, on voit très nettement l'évolution du personnage de Sancho. Là, il est représenté tout à fait comme un bouffon de cour. On le voit, c'est un nain ventripotent. Il a les jambes courtes, contrairement à ce que l'on trouve dans le texte, parce que dans le texte, il est plutôt long de jambes, bien qu'il soit petit. Il porte encore le chapeau à plumes, on le voit ici, et il est représenté, donc, comme je disais, comme bouffon de palais et non plus comme un écuyer. La traduction allemande de 1648 avait déjà insisté sur le caractère ridicule des personnages, mais en épargnant Sancho. On le voit ici en arrière-plan. Sancho est représenté comme un rustre, certes, mais comme un paysan. Mais c'est ce côté-là de Sancho sur lequel on a voulu insister. Que se passe-t-il en France? En France, à la même époque, c'est 1650, les gravures de Jacques Lanier sont de 1650. Il édite, donc cet éditeur publie un certain nombre de gravures avec les principaux épisodes. Et les épisodes qui sont choisis sont tous des épisodes où on montre le caractère grossier, scatologique de Sancho. Ici, on le voit clairement. Donc, on voit comment est représenté ici Sancho. Et je vous donne un exemple d'épisode scatologique que l'on a choisi pour évoquer cette œuvre. Et c'est finalement le graveur hollandais, Savary, qui fixera l'image de Sancho pour de nombreuses années. On voit qu'il est représenté les pieds sur terre, fier, et en même temps assez ridicule par l'attachement qu'il manifeste à son âne, un attachement qu'on trouve dans le texte. Je vous laisse apprécier la représentation que l'on fait d'Ulcinée, assez porcine. Mais elle est connue pour être excellente dans la salaison des jambons. Donc c'est tout à fait logique. Donc, pour résumer, comme on peut le voir, le personnage de Sancho est perçu d'abord comme burlesque. Il révèle la folie de son maître, mais en restant naïf et ridicule par sa couardise et par l'apologie qu'il fait des choses terrestres. Mais réduire ce texte à un divertissement comique a sans doute agacé notre auteur. Dans le prologue au Persiles,
C'est la dernière œuvre de Cervantes. Cervantes décrit sa rencontre avec un étudiant, Cervantes adore les étudiants, qui le reconnaît et qui s'écrie « Oui, oui », bon, la traduction pose problème mais, parce qu'elle a été très discutée, mais je vais adopter celle-là. « Oui, oui, voici le manchot à qui rien ne manque, le célèbre en tout, l'écrivain festif et finalement la joie des muses. » C'est ce que dit l'étudiant en voyant Cervantes. Et Cervantes répond « Moi, monsieur, je suis Cervantes, mais je ne suis pas la joie des muses. » Donc, on rejette complètement le fait d'être considéré comme, ou de passer à la postérité comme un écrivain festif. Une autre preuve de l'agacement de Cervantes se trouve dans la manière dont il considère la deuxième partie apocryphe, dont on a parlé juste avant, du Don Quichotte. Une deuxième partie qu'il critique très durement dans le texte et même ailleurs. Et il ne faut pas interpréter cet agacement selon nos critères modernes de propriété intellectuelle, etc. Ce serait complètement faux par rapport à cette époque. Mais si on regarde le texte, si on lit, on comprend qu'Avellaneda grossit le trait burlesque des protagonistes, et surtout de Sancho, et il fait de lui le contraire de l'idéal noble courtisan. Il est ivrogne, il est glouton, il est scatologique, il est peureux, il est mou, il est intéressé, et j'en passe. Dans la deuxième partie du Quichotte, Sancho vit au contraire, et par réaction à Avellaneda, il vit au contraire dans la frustration. C'est-à-dire qu'il ne mange jamais, les mets dont il pourrait profiter lui passent sous le nez, etc. Pour donner un exemple, on trouve les noces de Camache, où il pense pouvoir ripailler au chapitre 21, comme tous les autres, d'accord ? Mais il est contraint de suivre son maître bien malgré lui. Autre exemple, au début du chapitre 62, Sancho répond clairement à cette lecture qui a été faite du personnage, à cette lecture burlesque que l'on fait du personnage. « J'ai plus de propreté que de gourmandise », dit-il, en insistant à plusieurs reprises sur la frugalité qu'impose l'errance. Car, comme il est errant, il doit manger hors de table et donc il se nourrit de quelques baies, etc. Il faudra attendre que le courant romantique s'impose pour que la perception que l'on a de Sancho dépense le burlesque. La gravure de Gustave Doré, qui a été choisie pour illustrer l'affiche de cette journée, le révèle très clairement. Je l'ai remise ici. On voit Rocinante fier, la tête haute, vers le haut, voulant aller de l'avant, et un âne regardant vers le sol et semblant freiner. De même, notre Sancho est rustre et il est gras. Il est de plus en plus gras. Vous voyez qu'au fil des siècles, Sancho grossit. Il représente toutes les entraves terrestres face à l'élan de l'esprit. Et notre couple devient complémentaire pour représenter la complexité de l'âme humaine. Une lecture encore fréquente aujourd'hui, mais qui s'accorde mal avec l'évolution du personnage de Sancho dans le texte. Son ingéniosité, sa malice, son acuité intellectuelle, mais également son imagination qui se révèle lors de l'épisode du cheval de bois, de Chevillard ou de Clavileño, où il est supérieur à l'imagination à son maître. En délire, il est supérieur à son maître. Et donc cette lecture s'accorde mal avec l'autonomie grandissante de Sancho dans l'œuvre que Jean Canavaggio évoque souvent. Cependant, cette idée de dédoublement du sujet entre esprit et corps a ouvert la voie aux lectures psychanalytiques que font Marthe Robert et Louis Combet et même René Girard, mais toujours pour ramener Sancho à sa condition matérielle qui aspire à la dimension spirituelle. Dans la littérature du siècle d'or, et même avant, on trouve partout, que ce soit de manière implicite ou non, un plan non noble. Alemann, etc. L'univers, cet univers dégueu. Et cet univers aspire, cette aspiration elle est fréquente partout, il aspire au plan noble. Une aspiration qui n'est pas toujours perçue comme légitime. D'accord ? Ça dépendra de l'auteur. Mais ce trait n'est pas suffisamment discriminant entre nos deux personnages. Don Quichotte est de basse extraction et ne vit pas dans le luxe.
Il est très loin du luxe des nobles espagnols, dont le duc et la duchesse, ou bien Don Antonio à Barcelone, sont des exemples. Et d'un autre côté, Sancho n'est pas si pauvre qu'il ne puisse posséder un âne et s'absenter plusieurs semaines de chez lui pour tenter la fortune. L'élévation sociale n'est pas pour Sancho une fin en soi. Sancho veut devenir gouverneur car il pense que cela lui permettra de vivre mieux, plus heureux. Et quand il constate que c'est exactement le contraire, il abandonne, il renonce pour poursuivre sa pérégrination, disant « Moi, ce que je voulais, c'est mieux vivre, c'est tout. Si être gouverneur, c'est avoir plus de difficultés, alors je n'en veux pas. » C'est d'ailleurs une chose qu'il évoque dès le chapitre 3, lorsqu'il dit « Sancho nací y Sancho pienso morir ». Je suis né Sancho et je mourrai Sancho. Le trait discriminant, pour nous, ce n'est pas non plus la folie, si elle est comprise comme une extravagance, car fous, ils le sont tous les deux. Don Quichotte revêt les 4 formes de la folie que l'on recense à la Renaissance, selon la description qu'en fait Michel Foucault. D'abord, il est touché par l'identification à un modèle littéraire. C'est le cas, c'est clair, ça on en a parlé. C'est le plus évident. Mais cette folie touche également Sancho. Par exemple, lors du séjour chez le duc et la duchesse, Sancho s'emploie à ressembler à un écuyer. Lui aussi, il adopte cette forme de la folie. D'écuyer, bien sûr, de romans de chevalerie. Il va même jusqu'à demander à la dame de compagnie de la duchesse, qui à cette époque est une personne noble déjà, enfin, ou de famille noble plutôt, et il lui demande de s'occuper de son âne. Parce qu'il a vu ça, son maître lui a dit que c'était comme ça dans les livres de chevalerie. Et il se compare à Lancelot, parce que comme dans Lancelot, les dames de compagnie s'occupent de son roussin, il veut qu'on s'occupe de son âne pareil. Donc il s'identifie à Lancelot. La deuxième forme de la folie, c'est la vanité. Et si Don Quichotte en fait preuve en prenant les armes à la moindre occasion, se croyant supérieur, ou se croyant courageux, ou se croyant apte à tout cela, Sancho également est pris de cette vanité en pensant qu'il est de taille à gouverner un territoire ou une île. D'accord ? Il est pris par cette forme. La troisième forme de la folie, c'est de se croire digne de châtiment. Et la quatrième, c'est la mélancolie. Ces 2 dernières se trouvent chez Don Quichotte, mais elles sont absentes chez Sancho. Et la question, c'est pourquoi ? Pour comprendre la raison, il convient de considérer ce livre curieux qui est l'éloge de la folie d'Érasme. Un ouvrage dont on ne sait pas s'il a été lu par Cervantes, s'il y a débat, on n'a pas le temps d'y entrer, mais dont la diffusion était telle qu'il a dû en avoir connaissance. En tout cas, selon l'inquisiteur anonyme dont nous avons parlé au début, c'est une chose entendue, il en a eu connaissance. Au livre, c'est 46 de la Moriae, c'est-à-dire l'éloge de la folie, on peut lire « De fou, il n'en est certainement pas de plus complet sur la terre que les chrétiens absorbés par leurs prières. On les voit négliger leur patrimoine, oublier les injures, se laisser tromper sans se plaindre, ne pas distinguer amis et ennemis, abhorrer le plaisir, se saouler d'abstinence, de veille, de larmes, de privation et désirer la mort. On dirait en un mot qu'ils sont étrangers au sens commun, comme si leur âme existait hors de leur corps. N'est-ce pas là de la folie ? Et un peu plus loin, tant que l'âme fait bon usage des organes du corps, l'homme est réputé jouir de son bon sens. Mais si, brisant ses fers, elle cherche la liberté et déserte sa prison, l'homme est fou. Bien entendu, l'éloge de la folie doit être compris avec toute l'ironie qu'il convient, mais il n'en demeure pas moins qu'Érasme une sorte de fanatisme dont le signe visible est l'oubli du corps, le détachement des sens. Comme le souligne Antonio Villanova, c'est à ce détachement du corps que l'on doit la potion de Fierabras, potion qu'il prend pour se soigner et qui est composée d'huile, de vin, de sel et de romarin. Bien sûr, c'est un mélange qui fait vomir. Mais il ne s'en rend pas compte.
du fait qu'il soit du caractère vomitif de cette potion, parce qu'il a oublié ses sens. Et c'est ce que décrit Érasme dans son éloge de la folie. Le fanatique qui a oublié son corps en arrive à perdre le sens du goût et les sens du toucher. La contagion de la folie s'arrête chez Sancho lorsqu'elle porte sur le corps. C'est ainsi qu'il refuse de s'auto-administrer les 3300 coups de fouet que le faux Merlin inventé par les ducs pour se moquer de Don Quichotte réclame afin de désenvoûter Dulcinée. Et lui, il ne le fera jamais. De même, lorsque Don Quichotte est sur le point de mourir, Sancho s'exclame « La pire folie qu'un homme peut commettre dans cette vie, c'est de se laisser mourir. » C'est-à-dire la mélancolie, la quatrième forme de la folie. Comme on peut le voir, le rapport au corps est l'élément qui différencie les deux personnages. Mais cela dépasse le simple trait de caractère. Comme l'écrit Michel Foucault, Don Quichotte lit le monde pour découvrir les livres. Alors que Sancho lit le monde à travers ses sens, c'est-à-dire à travers son corps. Et en disant cela, je ne fais pas référence à un prétendu réalisme dans l'œuvre qui serait incarnée par notre Cuvier. C'est pas ça. Parce que de réalisme, dans le Quichotte, il n'y en a pas. Les paysans qui apparaissent dans Don Quichotte, ils n'en sont en rien réalistes. Ce que je veux dire, c'est que Sancho évolue en fonction de la connaissance empirique qu'il engage au cours de la pérégrination. On pourrait dire que Sancho croit ce qu'il voit. Mais pour être plus précis, il convient de dire que Sancho croit ce que ses sens perçoivent. Dans le passage qui sera lu tout à l'heure, que Cervantes appelle l'aventure de la barque enchantée, on trouve justement l'opposition de ces deux modes d'approche du monde. La vue de la barque provoque chez Don Quichotte une réminiscence livresque de Palmerin d'Angleterre, de Francisco Moraes, qui est une chronique portugaise. En voyant la barque, il anticipe un enchaînement d'événements magiques qui correspond exactement au chapitre 56 de cette chronique portugaise, mais on ne la lira pas. Sa culture livresque, en fait, est un filtre à travers lequel il voit et il interprète la réalité. Sancho, quant à lui, utilise la même méthode logique pour interpréter la présence de la barque, mais à travers le filtre de son expérience paysanne. Ici, dit-il, pense-t-il, on pêche d'excellents poissons. Ceci est une barque, donc c'est une barque de pêcheurs. Voilà sa logique. Pour Don Quichotte, c'est les barques servent à amener les chevaliers vers des aventures. Ceci est une barque, donc c'est une barque enchantée. Voilà la logique chez Don Quichotte. Et voilà les deux filtres pour les deux personnages. C'est ce qui les différencie. De même, Sancho interprète le mouvement sur l'eau à travers ses sens et prouve par l'expérience, là on le verra tout à l'heure, lorsqu'il dit que ses poux n'ont pas disparu. Don Quichotte lui dit, si on a passé l'équateur, tous tes poux ont dû mourir. Donc il cherche et il voit qu'il y en a pas, qu'il y en a toujours. Alors il dit, ou l'expérience est fausse, ou alors on n'a pas passé l'équateur, l'un ou l'autre. Donc il arrive à la conclusion que cette barque n'est pas magique. Comme on le voit, Sancho adopte les structures stoïciennes, très à la mode en ce siècle, et se prête volontiers à une interprétation anthropocentriste du monde qui l'entoure. Font-ils considérer que Sancho représente la raison face à la folie de Don Quichotte ? La tentation d'y croire est grande, surtout depuis notre logique ou notre idéologie positiviste. Mais le texte dit tout le contraire. En premier lieu, c'est une évidence, et ça c'est une évidence, parce qu'on place ces concepts stoïciens dans la bouche d'un personnage maintes fois ridicule. Donc il est discrédité, ces concepts sont discrédités par le personnage. Mais déjà, dans son éloge de la folie, Érasme met en garde contre tout excès de part et d'autre. Des mondains aux dévots, voici la différence. Les premiers, absorbés dans la matière, ne voient rien au-delà. Les seconds, détachés complètement de la terre, s'absorbent dans la contemplation des choses spirituelles. Les uns songent avant tout aux richesses et à leur bien-être. Le soin de leur âme ne vient qu'après, quand ils y croient bien entendu, car faute de la voir, la plupart la mettent en doute. Les autres tendent de toutes leurs aspirations vers Dieu, l'être simple par excellence. Et
après Dieu, pour l'amour de Dieu encore, c'est l'âme, son reflet, qui concentre toute leur sollicitude. Quant au corps, ils ne s'en retournent pas. Et l'argent leur semble chose immonde qu'ils méprisent. S'ils sont forcés de s'en occuper, ils ont comme s'ils n'avaient pas. Ils possèdent comme s'ils ne possédaient pas. Même différence se trouve entre eux dans toutes les choses de la vie. Et plus loin, plus simple, que résulte-t-il de cette différence d'opinion entre l'homme de la terre et l'homme du ciel? Qu'ils se taxent mutuellement de folie. Effectivement, Sancho est victime de sa propre logique empirique et sombre lui aussi dans la folie. On en trouve les prémices au tout début du second livre, puisque Sancho décide de repartir avec son maître, car la première fois, celui-là lui a rapporté 100 écus, une somme considérable. Donc c'est l'argent qui le conduit. Et c'est à son arrivée chez le duc et la duchesse que la folie de Sancho se manifeste. Ces derniers, par amusement, ont décidé de recevoir nos deux personnages à l'usage des livres de chevalerie, car ils ont lu la première partie du Quichotte. À ce moment, Sancho est obligé de constater que ce monde qu'il n'a pas encore rencontré existe, et que son maître est effectivement un chevalier errant. Si, dans sa logique, il est obligé de l'admettre. Il en vient même à se comparer à Lancelot, comme on a dit tout à l'heure. Le prétendu voyage sur le cheval de bois, Clavileño, cette farce que les ducs préparent, provoque chez l'écuyer un véritable délire. On lui a bandé les yeux et on a fait s'élever le cheval quelques centimètres à force de fusées et de pétards, et les sens abusés de Sancho, l'ouïe et l'odorat dans ce cas, parce qu'il a les yeux bandés, imaginent un voyage dans les cieux. « J'ai regardé vers la terre, dit-il, et tout entière, elle ne m'a pas paru plus grosse qu'un grain de moutarde, et les hommes qui s'y trouvaient guère plus grands que des noisettes. » Par contre, un peu plus loin, Don Quichotte déclare n'avoir rien senti. Mais c'est normal, il n'a pas de sens. Nous ne pouvions pas arriver dans la partie du ciel où sont les 7 chevrettes dont parle Sancho sans prendre feu. Et puisque nous n'avons pas brûlé, ou Sancho ment, ou Sancho a rêvé. À travers notre écuyer, on évoque les limites de la démarche empirique, mais à partir de cet épisode, l'auteur évoque également sur le mode burlesque le nouveau stoïcisme chrétien qui devient très à la mode en ce début du XVIIe siècle. Les écrits de Juste Lips arrivent en Espagne en ce début de siècle et agitent les intellectuels de cour. C'est la même logique d'expérimentation qui conduit des personnages aussi différents que Sancho et Sigismond à la gouvernance. Et c'est le même détachement empirique envers les choses terrestres qui anime les deux personnages. À ceci près que chez Cervantes, tout cela est traité sur le mode burlesque non sérieux. Comme on le voit, Sancho est le personnage qui permet d'établir la vraie signification de l'œuvre, car il est l'antithèse qui permet d'ériger la pondération comme nécessaire principe à toute activité humaine. La pondération, ce n'est pas une idée nouvelle, mais elle est bien malmenée dans ce siècle de fer, comme il le dit lui-même, et nul doute que notre auteur a voulu rappeler ce principe à ses contemporains. On ne peut avoir accès à la vérité par les livres ou par l'expérience exclusivement. D'accord ? Simplement par les livres ou simplement par l'expérience. Mais est-ce que ça veut dire, on peut se poser la question, la vérité existe-t-elle ? L'auteur se contente-t-il de tourner en dérision toute vanité humaine au savoir ? Est-ce que c'est ça le sens de ce texte ? À la fin du récit, Don Quichotte comprend qu'il va mourir. Et c'est à ce moment précis qu'il retrouve non pas la raison, mais la pondération. Comme s'il y avait une seule chose vraie en ce monde, une seule certitude qui doit guider l'homme. Et d'ailleurs, c'est aussi une idée que l'on retrouve chez les nouveaux stoïciens. Mais cette idée, bien sûr, ne leur est pas exclusive. Pour en revenir à notre image de départ, pourquoi notre inquisiteur a-t-il comparé Erasme à Sancho ? Mais probablement parce que ce personnage évoque sur le mode burlesque l'impossible séparation du corps et de l'esprit, et remet en cause la doctrine thomiste qui structure la contre-réforme en Espagne. D'autres liens auraient pu être faits, comme la nécessité que chacun exerce sa fonction dans la société sans que pour autant cela suppose une infériorité.
Ce sont des choses qui ont été souvent traitées. Mais comme j'ai fait l'éloge de la pondération, il serait malvenu que je sois bavard, et donc il est temps que je me taise. Merci. Merci à Michel Rizzo pour cette intervention. On vous avait promis une folle journée et voilà que Don Quichotte et Sancho sont aussi fous l'un que l'autre, comme nos deux invités sont aussi fous pour Don Quichotte. Et passons alors aux questions, aux interventions que vous avez sur cette première partie, où nous avons déjà pris quelques minutes. Et des questions. Bon, je voudrais poser peut-être une question à Philippe Rabaté. Il y a dès le début de l'Inquipit de Don Quichotte une volonté de brouiller les pistes géographiques. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, et no quiere, il ne veut pas se rappeler, se souvenir de ces noms. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette volonté d'oubli et d'ignorance de l'espace une première ouverture sur cette errance, sur cet voyage constant de Don Quichotte? Alors oui, bon, ça marche. Pardon. Oui, cette ouverture, bon, extrêmement problématique. Il y a des études, des analyses qui ont été menées notamment par Molo, qui sont absolument extraordinaires sur le début, enfin, qui est une formule qui vient en plus du romancero. Enfin, on retrouve vraiment la prosodie du romancero en plus dans ses premières phrases. Alors, je dirais qu'en fait, tout dépend comment on comprend Mancha. Ce qui est la grande discussion. Est-ce que Mancha, on peut le comprendre de différentes façons? En fait, c'est comme si Cervantes, mais alors là, bon, il y a le danger du délire interprétatif ou de la surinterprétation. Ce qui est certain, c'est que Cervantes a mis dans Mancha à la fois le référent spatial, qui est la Manche, mais Mancha aussi, il le prend, comme le dit Maurice Molo, justement, comme le lieu de la différence, comme un espace différent. Donc c'est pas étonnant qu'en fait on ait l'illusion de retrouver en fait toute la géographie de la Mancha. Il y a des rutas del Quijote qui sont très connues, qui sont très bien faites d'ailleurs, qui sont patrocinadas par les associations, par le tourisme et puis aussi par l'association des Cervantistes. Donc c'est quand même considéré comme très sérieux. Mais par ailleurs, ce lieu est un lieu aussi de la différence. C'est un lieu autre, une sorte de lieu alternatif. Donc c'est pas étonnant qu'on ait des phases d'ombre. De même que ces 50 premières années de vie de Don Quichotte, là, ce lieu dont on ne se souvient pas, et en plus, qui dit « de cuyo nombre no quiero acordarme », qui parle à la première personne? Ça, c'est quasiment indécidable. Est-ce que c'est une sorte de narrateur hyper puissant qui parle? Est-ce que c'est Améthée, en théorie, non, parce qu'il n'apparaît qu'au chapitre 9, nommément? Est-ce que ce sont les fameux auteurs des chroniques de la Manche qui veulent proposer une vie historique, donc sur le modèle, en fait, véritablement de l'écriture historique de Don Quichotte? Rien n'est moins sûr. C'est-à-dire que si on est dans une vérité historique, alors à ce moment-là, on doit être face à des contenus objectifs et dire c'est à tel endroit que s'est passé telle chose. Donc le lieu de Don Quichotte d'où il procède, d'où il provient, c'est bien tel village. Et là, en fait, on a un jeu sur des formules à la fois qui proviennent du romancero, mais aussi de l'écriture, donc de l'histoire à l'époque, des annales de la Mancha. Et en réalité, on se retrouve face à un traitement totalement ironique, puisqu'on n'a pas l'information qu'on aurait dû avoir normalement. Donc je pense que dès le début, il y a cette invitation en fait, au voyage interprétatif. Ça va paraître un peu banal, je suis désolé, éculé de dire ça, mais c'est véritablement, le texte est un voyage interprétatif. Et où le lecteur est laissé vraiment, est livré parfois à lui-même. Oui, tous les portes sont possibles. Ouais. Contrairement au Persiles, où là, Cervantes véritablement clôt et résout dans son dernier texte toute une série de tensions qu'il y avait dans le Quichotte. Où il dit que finalement l'invraisemblable est possible, peut être en partie intégré dans une structure vraisemblable, qu'il peut y avoir une dose d'invraisemblable d'une certaine manière, alors qu'il y a toujours ce traitement ironique dans le Don Quichotte. Oui. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une réponse assez confuse, je suis désolé comme réponse assez touffue. Je voulais simplement ouvrir un peu le débat. S'il y a d'autres questions, sinon nous allons passer à la deuxième partie et inviter Françoise Gazziani. Bonjour tout le monde. En fait, cette question, c'est dirigée à notre prof d'espagnol, Michel Rizzo, qui nous a très bien parlé de cette Quichotte qu'on a dû étudier pour le CAPES. Et puis, j'ai bien aimé votre conférence. J'aimerais savoir si on pouvait contenter au public par rapport à cette situation qui se passe au siècle d'or, et notamment à l'époque de Quichotte, par rapport à la société, c'est-à-dire ces faux nobles et la carité de la part des Quichotte, en l'occurrence des Cervantes,
et qu'on n'en a pas traité et que je sais très bien que vous connaissez et que peut-être dans une petite minute... Les fameuses 2 minutos, c'est ça? Non, non, je ne peux pas traiter de la charité en 2 minutes. Non, effectivement, ben, là, dans cette analyse, enfin, ou dans cet exposé de quelques éléments, on a voulu s'approcher surtout, on a voulu surtout considérer Sancho, parce que il n'est pas juste un révélateur de quelque chose. Il construit, c'est un peu l'idée qu'on a essayé d'établir, c'est qu'il construit véritablement le sens, la portée idéologique en fait de la recherche de cette pondération. Et la façon dont on aborde, je crois, Don Quichotte, le personnage, hein, est souvent très, très pertinente, très juste, très, très précise. Alors que la façon dont on aborde Sancho est souvent assez imprécise parce qu'on en fait juste un double. C'est ou le négatif ou le contraire. Alors que chacun... et c'est ce que j'ai voulu évoquer, chacun se construit selon une même logique, mais avec des prémices qui sont faux. Enfin, qui sont différents, pardon. L'un sur la réalité, sur la contemplation de la réalité, sur les sens, et les sens sont trompeurs. D'accord? Et donc, c'est faux. Mais utiliser le filtre de la littérature pour contempler le monde, c'est aussi faux. Et donc, c'est cette double folie qui fonctionne en parallèle et qui fait que je pense que ce que cela signifie, c'est que le comportement adéquat serait dans un entre-deux. Ce serait l'évocation des contraires, en fait. Et c'est pour ça que, finalement, la réversibilité de Sancho ne me convainc pas. Ou la réversibilité de Don Quichotte, lorsqu'on dit tour à tour, il est intelligent, ou il a de l'acuité, d'autres fois il ne l'a pas, etc. Oui, je veux bien, on peut faire de Don Quichotte la figure de la folie, on peut faire de Sancho la figure du niais, ça on peut tout à fait le faire, ça ne pose pas de problème, mais ils ne sont pas... ils évoluent, d'accord, mais ils ne sont pas le contraire de ce qu'ils sont. Cette évolution, elle n'est pas illogique. Elle est le résultat d'un personnage qui est construit de cette façon-là et qui évolue en fonction de cette construction-là. Alors, je n'ai pas répondu à la question, en réalité, parce que la question est trop vaste. Donc, une question plus précise, je peux répondre, mais en 1 minute, je ne peux pas. Merci Michel, et malheureusement notre temps est compté. Je vais inviter alors les 2 intervenants de la deuxième partie. D'une part, François Gaziani, professeur en littérature comparée, responsable de la chaire Esprit méditerranéen, très intéressé par les échanges interculturels, et c'est sans doute son regard extérieur, l'hispanisme qui va nous intéresser, dans cette intervention qu'elle fait sur lecture, traduction, interprétation, ce que déplace Don Quichotte. Oui, je vais enchaîner tout de suite. Merci. Je vous rappelle les 20 minutes que vous avez d'intervention. Oui, oui. Je vais enchaîner tout de suite sans préliminaire en repartant de cette idée. Donc je vais faire une sorte de vagabondage sur les déplacements et je repars de la question que tu as posée sur la Manche. Don Quichotte est non seulement dans son errance, va non seulement à contretemps, mais il se déplace aussi dans un non-lieu, dans un espace qui a des noms, mais qui est d'abord l'espace de la fiction, et qui donc a pour principale fonction de déplacer les lignes et de déplacer aussi les rapports entre fiction et réalité, les rapports entre mythe et histoire, les rapports entre roman et épopée, ou vérité, justice et société, et bien sûr les rapports entre sagesse et folie, comme il a été montré précédemment.
le monde que parcourt Don Quichotte est détraqué comme celui de Shakespeare, qui dans Hamlet, dans la pièce donc, de Shakespeare, dit « This world is out of joint ». C'est la même forme de détraquement qui est celui de l'espace dans lequel se meut Don Quichotte, et qui est le même que le nôtre, bien entendu, parce que tout le monde est détraqué. Mais la folie qui pousse Don Quichotte à agir pour rien, à contre-temps et à contre-courant, n'est pas un miroir de la folie du monde. Elle en dénonce au contraire l'inconvenance, les désaccords, l'inadaptation permanente, en déplaçant des signes et en brouillant des rapports. Déplacer des signes, opérer des transferts, c'est la fonction de la métaphore dans la littérature, mais c'est aussi la fonction de la parodie. Le mot grec parodie, c'est prendre des chemins de traverse, signifie prendre des chemins de traverse. La parodie et la méthode ont la même étymologie, mais la méthode, c'est un cheminement peut-être plus direct, et la parodie, ce sont les détours. Les errances de Don Quichotte ne sont pas non plus des signes d'erreur. Il n'y a pas de synonymie entre errance et erreur, mais une équivoque. Les errances de Don Quichotte miment, comme celles d'Ulysse, dans le même mouvement vagabond, la nécessité d'un mouvement perpétuel, nécessaire pour maintenir le fragile équilibre d'un lieu commun, la littérature comme lieu commun, fait de disparates et de contrariétés. Le mot disparate est utilisé dans la rhétorique pour décrire précisément la même chose que la parodie, des écarts, des détours. Les déplacements insensés de Don Quichotte, qui sont à la fois libres et contraints, comme on l'a montré, ces mouvements incontrôlés dérangent précisément parce qu'ils ne changent rien à l'ordre du monde. Mais ils invitent le lecteur à opérer à son tour des déplacements tout aussi illusoires et tout aussi nécessaires. Si Don Quichotte revient toujours, quelle que soit l'époque, quelle que soit la langue et quel que soit le lieu où il est accueilli, c'est précisément parce qu'il n'est d'aucun lieu et parce que ses errances ont pour fonction de déplacer du sens. Nulle part Don Quichotte n'est à sa place. Sa constance est inutile, mais partout où il passe, il est déjà connu et on le reconnaît. Toujours et partout il est déplacé, mais toujours et partout il est nécessaire. Il est nécessaire à Sancho Panza, qui se déclare, dans un de leurs dialogues, cultivé à son contact par imprégnation, et Sancho Panza se compare lui-même à une terre bien fumée, qui devient fertile quand on dépose donc du fumier. Don Quichotte est nécessaire aussi aux lecteurs, qui s'en moquent, ceux qui s'en moquent dans le livre, ceux qui s'en moquent aujourd'hui, ou qui ne savent pas comment faire pour ne pas s'en moquer. Il est nécessaire aussi à la société, précisément pour son inactualité. Il est nécessaire au présent comme au futur, parce que les utopies sont partout et toujours impossibles à réaliser. Dans la bibliothèque de Don Quichotte, le seul lieu où Don Quichotte est à sa place, c'est un lieu de livre, une bibliothèque. Dans la bibliothèque de Don Quichotte, le curé et le barbier, qui ont pour mission de détruire les livres qui sont responsables de la folie de Don Quichotte, découvrent précisément les livres de Cervantes. Et le curé dit « c'est un de mes amis ». Le curé, malgré son rôle de censeur, est un lettré, un lecteur, et il réagit en lecteur devant les livres. Donc il fait un tri. À propos de Cervantes, le curé donne ce que on peut considérer, enfin pour ma part je le considère vraiment comme la devise de Cervantes. Je cite, je traduis, mais je traduis littéralement, « Il propose et ne conclut pas ». Est-ce que tu peux le lire en espagnol, la citation? Muchos años que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. Tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre. Donc je traduis ce qui est dit. Il y a plusieurs années que c'est un grand ami pour moi, ce Cervantes. Et parce qu'il est versé beaucoup dans les paroles et en vers, en versos. C'est-à-dire aussi, versus, c'est le vers, mais c'est équivoque. Parce que ce sont les retournements, ce sont les déplacements de sens, c'est un mouvement en sens inverse, rétrograde, à double sens. Son livre, donc, est de bonne invention parce qu'il propose et ne conclut pas. Et le curé, à ce moment-là, se tourne vers le barbier et lui dit « Conserve-le secret dans ta maison ».
en attendant la suite. La traduction de... Donc nous allons parler, et Jacques Thiers va parler de la traduction en corse, en langue corse, de certains chapitres, dont le chapitre qui décrit la bibliothèque de Don Quichotte. Matteo Rocca, le traducteur corse, a commencé par ce chapitre essentiel, qui est l'inventaire de la bibliothèque de Don Quichotte. Et en langue corse, Matteo Rocca traduit très littéralement « Uso libro a un certo valore, significa qualcosa, ma un conchiude niente ». La signification, Matteo Rocca a vraiment mis le doigt sur la chose importante. Le mode de déplacement de Don Quichotte, et donc Don Quichotte à la fois le personnage et le roman, est à la fois inhabituel et familier, et il définit aussi bien Cervantes que Don Quichotte. Cervantes ne propose pas Don Quichotte comme un modèle à imiter, mais comme un problème à penser, mais pas à résoudre. Comme Matteo Rocca l'a bien compris, sa valeur est de signifier, et pas de conclure, de nous guider vers la vérité. En inscrivant son nom et son œuvre dans la bibliothèque de Don Quichotte, Cervantes ne s'identifie pas à son héros. Il inverse des rapports pour signifier quelque chose qui trouble la logique confortable des censeurs et des inquisiteurs. C'est de la même manière que Cervantes interrompt le récit en plein milieu pour expliquer au lecteur que ce que le lecteur est en train de lire est une fable traduite de l'arabe, qui vient d'une tradition incertaine et dont le narrateur dit avoir trouvé la suite après avoir beaucoup cherché, au hasard de ses voyages, sur un marché méditerranéen, le marché de Tolède, un marché où cohabitent en désordre le nécessaire et l'inutile, les nourritures du corps et les livres, les riches et les pauvres, les concitoyens et les étrangers, les proscrits et les migrants. L'inscription du nom de Cervantes dans la bibliothèque de Don Quichotte, où ces livres font partie de ceux que le curé décide de sauver du feu, n'est ni une coquetterie narcissique, ni un simple effet de miroir, mais bien un déplacement. Le livre prend place dans un lieu qui est proprement le sien, parce qu'il est toujours en déplacement, ici et ailleurs, menacé de ne plus être, parce qu'il n'a déjà plus cours, comme les romans de chevalerie, qu'il ne faut plus lire, parce qu'ils sont d'un autre temps, et que ce qu'ils disent n'est plus entendu, précisément parce qu'ils parlent une autre langue. C'est pourquoi traduire Don Quichotte a immédiatement paru en quelque sorte naturel au premier lecteur. Comme nous l'avons vu, comme nous l'a montré tout à l'heure Michel, nous avons vu qu'il y a eu immédiatement des traductions en anglais, en français, dès les premières années, dès 1615. Les premiers traducteurs français, César Houdin et François de Rosset, ont aussi, qui sont des Provençaux, ont trouvé tout naturel de traduire immédiatement. Donc la première partie a été traduite en français avant l'apparition de la deuxième. Et de même qu'il a paru naturel à Matteo Rocca en 1925 de faire de la traduction de Don Quichotte la première d'une collection comme un acte politique dont je laisse là à Jacques le soin de nous parler, en un moment où la Corse cherchait à redevenir l'utopie qu'elle n'a jamais été que symboliquement. La traduction est toujours un déplacement, une translation, qui, en changeant de langue, nous fait changer de lieu, mais le traducteur se déplace aussi dans l'opération qu'il produit. De même que Cervantes se représente lui-même dans le roman sous la figure non pas du traducteur, mais du lecteur, d'un original écrit dans une langue qu'il ne comprend pas, l'arabe, enfin en tout cas qu'il est censé ne pas comprendre, même, il le comprend sûrement, mais la fiction dit qu'il ne comprend pas. De même, Matteo Rocca s'attribue un nom inapproprié à sa fonction de traducteur. Il traduit sous le nom de ubitore, le peintre. Au lieu de se définir comme écrivain, il signale par ce pseudonyme que le déplacement opéré par la littérature rend les images, qui sont des fictions peintes, plus vraies que le réel, parce qu'elles déplacent vers le présent des fantaisies qui paraissent inopérantes, parce qu'elles sont datées. Pour Matteo Rocca, les propositions de Cervantes sont actuelles, mais les questions qu'il pose sont trop complexes pour pouvoir être résolues par des équations mathématiques ou politiques. Et donc on a besoin de la fiction. Les vieilles fictions symboliques, ou les mythes, en diront toujours plus que la télévision sur la réalité. Elles doivent être traduites aussi pour déplacer toujours le sens, pour qu'on ne soit jamais installé dans une langue, jamais installé dans un sens, définitivement.
La traduction adapte et actualise, mais en rendant étranger ce qui était devenu trop familier. Et plus elle déplace de choses, plus elle entraîne, et plus elle entraîne loin, et plus elle donc nous fait voyager. Je terminerai maintenant en vous invitant à regarder tout à l'heure, lorsque, avant le spectacle, pendant que les lecteurs se mettent en place, nous allons entendre donc des lectures en plusieurs langues, et puis de la musique aussi. Et donc, la bibliothèque universitaire nous a apporté quelques livres qui sont bien entendu non pas le reflet de la bibliothèque de Don Quichotte, qui est beaucoup plus importante, qui correspond à la bibliothèque que vous pouvez aller voir sur place, dans le bâtiment là-bas. Mais ici, il y a donc quelques livres autour de Cervantes et cette édition de la traduction de Matteo Rocco dans la Mouvre, avec les quatre autres traductions que vous pourrez feuilleter et dont nous parlerons. Et je terminerai en évoquant une petite coïncidence qui vient de m'apparaître. C'est que, en travaillant à la préparation d'une exposition qui va avoir lieu le 10 mai à la bibliothèque universitaire, à l'occasion de la prochaine session de la chaire Paul Valéry, qui sera consacrée aux arts de mémoire, précisément à la fonction des images, du rapport entre la mémoire et les images, je suis allée voir les livres dont disposait la bibliothèque patrimoniale de Bastia. Et à la bibliothèque de Bastia, il se trouve que la bibliothèque conserve une traduction espagnole du Roland Furieux de l'Arioste, qui figure aussi dans la bibliothèque de Don Quichotte. Mais cette traduction, donc condamnée au feu par le curé, lorsqu'il la découvre dans la bibliothèque, le curé dit « conserve l'original, très précieux, mais la traduction, jette-la parce qu'elle trahit l'original ». Dans la bibliothèque patrimoniale de Bastia, l'édition qui est conservée de cette traduction espagnole a été éditée à Lyon en 1576. Bien avant la destruction de la bibliothèque de Don Quichotte, en un temps où les langues s'échangeaient encore librement. Car jusqu'au milieu du XVIIe siècle, on publiait en France non seulement des textes étrangers dans leur langue originale, mais même des traductions dans des langues étrangères. Et aujourd'hui, les éditeurs français rechignent à publier des éditions bilingues, même de poésie. Donc cette expérience que nous allons vivre ensemble tout à l'heure, d'entendre le texte de Don Quichotte lu en plusieurs langues, doit aussi nous aider à comprendre pourquoi en 1925, Amouvre a choisi symboliquement les aventures de Don Quichotte et de Sancho Panza pour inaugurer une collection de textes littéraires du monde entier. Et maintenant, donc, je passe la parole à Jacques Thiers qui va nous parler de cette expérience. Merci à Françoise pour ces approches comparées de Don Quichotte. Et c'est à Jacques Thiers qui lui vient la responsabilité de nous porter ces regards locaux, insulaires, corse. Jacques Thiers est professeur à l'Université de Corte, docteur en linguistique, poète, romancier, est également le président du Centre culturel universitaire et nous lui remercions son intervention. J'ajoute un mot. Jacques Thiers a préfacé l'édition que nous publions, qui n'est pas encore prête, mais qui est sous presse et qui sortira bientôt, de la traduction de Matteo Rocco de 4 chapitres de Don Quichotte en langue corse, avec le texte espagnol et les traductions correspondantes de César Houdin et de François de Rosset, donc dans la langue du XVIIe siècle. Bon, vous voyez combien j'ai été imprudent d'accepter cette tâche de la préface, hein, de la préface de cette réédition. Oui, une imprudence que j'ai regretté dans un premier temps, mais ensuite je me suis félicité d'avoir accepté parce que j'ai relu ce texte qui fait partie en quelque sorte de notre bibliothèque de référence dès lors que nous songeons à l'émergence d'une langue corse, ou plutôt d'une conscience de la langue corse. En effet, avec ce texte, nous référons à une période qui est celle de l'après-guerre. Après la Première Guerre mondiale, nous avons derrière nous avons environ 20 ans d'affirmation difficultueuse de la langue corse comme langue autonome, comme langue élaborée. Notre collègue et référent germaniste appellerait ça la période de l'élaboration de la langue corse, c'est-à-dire
les différentes étapes qui ont permis à la communauté linguistique de se doter de l'idée d'autonomie de la langue. Alors, pour vous situer Matteo Rocca, le traducteur, dans ce parcours, il faut dire que Matteo Rocca, d'abord sa personnalité, il n'est pas très connu finalement, parce qu'il se cache derrière un pseudonyme qui est Matteo Cernensi, où on retrouve évidemment le Kernos, la Kurnos des Grecs, mais surtout il est en quelque sorte dans l'ombre de son frère Pedro Rocca, qui a une dizaine d'années de plus que lui et qui est résolument plus engagé, oserais-je dire, dans le domaine de l'affirmation politique de l'autonomie. L'un et l'autre, dans le parcours d'affirmation de la langue corse comme langue parfaitement autonome, représente aussi un paradoxe, parce qu'en même temps qu'ils affirment cette présence de la langue, ils réduisent l'autonomie de cette langue, dans la mesure où ils sont, va-t-on dire, partisans à une époque où Santo Gazzano, d'abord fondateur de la Tramontana en 1896, et ensuite Agispra en 1914, affirme l'autonomie totale de la langue corse. Pedro Rocca et Matteo Rocca sont d'une certaine manière pour un retour à l'italianité de la langue corse. Ce qui fait qu'ils vont parler, eux, de dialecte italique, voire italien, au fur et à mesure que les circonstances politiques générales conduiront cette partie de l'Europe méditerranéenne vers la confrontation avec les prétentions de l'irrédentisme moussolinien. Voilà, il y a cette période extrêmement incertaine. Et Matteo Rocca établit avec son frère Pedro Rocca à Ajaccio dans les années 20 une autonomie matérielle qui ne reflète pas l'autonomie en quelque sorte qui avait été élaborée par leurs prédécesseurs. Songeons par exemple que l'anthologie Agispra, qui a un numéro, prônait l'affirmation de l'identité linguistique corse sur le nom de la Corse, proposait d'écrire Corsica, Corsica, c'est-à-dire avec l'inflexion du sud de la Corse, et proposait l'orthographe C, O, accent circonflexe, R, Z, I, C, A. Vous voyez comment l'identité linguistique est représentée par l'orthographe, ce que connaît évidemment toute littérature, mais là nous avons affaire à des emblèmes identitaires. C'est ce qu'il faut voir. Et la traduction de Matteo Rocca, on pourrait peut-être le dire de cette manière, surtout lorsqu'on regarde le texte de près, ce que vous m'avez demandé de faire. Nous nous sommes demandé avec Orlando Furioso à un moment donné si nous ne devions pas faire passer en Corse d'aujourd'hui, en orthographe d'aujourd'hui, ce texte de Matteo Rocca. Parce que quand on le regarde de près, il est bourré vraiment d'incohérences. D'incohérences orthographiques, d'incohérences aussi linguistiques. On pourrait éventuellement prendre un extrait, voir dès la préface, ça se voit très bien, l'accentuation, le redoublement, enfin, tout ça, on a vraiment l'impression que ce qui importe, c'est moins le texte que l'affirmation identitaire de la référence à un texte qui est une sorte de totem mondial. Et en même temps, on voit comment une petite langue, une langue minorée comme le corse,
peut, à l'abri de cette affirmation, envisager son épanouissement, voire son autonomie. C'est très frappant dans le texte. Nous avons finalement répondu à la sagesse des organisateurs et des initiateurs et des directeurs de la chaire méditerranéenne. C'est vrai, c'est vrai. Je fais amende honorable, hein, Françoise. C'est vrai, ça aurait été ridicule de faire une adaptation moderne parce qu'on aurait perdu justement tout l'aspect historique, tout ce que je suis en train d'essayer très maladroitement de vous dire. Alors on a justement dans la CISPRA de 1914, nous avons une affirmation qui dit bien le projet: a Corsica un nemico, un dipartimento francese e una nazione vinta che ha da rinascere. La Corse n'est pas un département français, c'est une nation vaincue qui doit renaître. Voilà comment se représentent les choses, voilà comment se représente le combat ou la lutte ou l'affirmation linguistique dans ces années-là. Dans les années 20, donc, qui suivent, on perçoit une amplification de cette affirmation en même temps qu'une déclinaison à travers de nombreuses œuvres. On a l'impression que disposer d'une littérature nettement affirmée à cette époque-là, c'est se doter d'une véritable identité nationale. Alors on verra dans cette affirmation, dans ce sentiment, on verra vraisemblablement deux influences. L'une, d'une part, de cette conception de la nation qui nous vient de Herder, hein, et de l'âme du peuple qui a donné cet attachement à la culture populaire, va-t-on dire, et l'autre qui vient dans cette Corse qui est en quelque sorte intégrée définitivement à la France à ce moment-là, l'influence de la littérature, du rôle de la littérature dans l'édification de la nation. Il y a là vraisemblablement une rencontre entre deux références. À tel point qu'on va lire que una razza senza literatura, un nemico una razza. Une race, avec le concept de race, à ce moment-là, a le sens surtout de nation, de communauté d'un peuple. Donc, qu'ils soient corsistes ou cyrénéistes, les défenseurs de la langue corse et l'ensemble des auteurs en langue corse vont en quelque sorte partager cette conviction et vont s'attacher à enrichir cet aspect du patrimoine. Car, vous le voyez bien, c'est par là que peut-être on peut expliquer une certaine précipitation de Matteo Rocca dans sa traduction. On remarquera d'ailleurs qu'il ne traduit pas l'ensemble et que les chapitres qui sont traduits ne sont peut-être pas ceux qui auraient permis une représentation beaucoup plus importante de l'ensemble de l'œuvre de référence. Peu importe. Ce qu'il s'agit de mettre en valeur, c'est précisément la capacité du Corse à tout dire. Cette petite langue, cette langue mineure, à dire l'ensemble de la culture universelle. Et d'ailleurs, on remarquera que la traduction représente aujourd'hui encore cet enjeu-là. Lorsqu'on traduit en Corse un texte immédiatement perceptible ou compréhensible pour un lecteur corse qui est aussi francophone, on peut se demander quelle est véritablement la justification, sinon
celle de créer ou de, comment dire, d'insister sur une charge, voire une surcharge identitaire. À tel point que l'on peut voir ici peut-être également une marque de la minoration elle-même, une sorte d'enfoncement dans la diglossie, c'est-à-dire l'acceptation du modèle dominant. C'est ce qui a été mis en lumière par les critiques et les lectures de la littérature occitane par l'école de Montpellier. En effet, quand on observe les pratiques qui sont à l'œuvre dans l'école, on s'aperçoit, dans l'école du début du XIXe siècle, on s'aperçoit que les instituteurs, c'est ce que nous dit Robert Laffont, le regretté Robert Laffont, dans ses nombreuses études de la diglossie occitane, il s'aperçoit que lorsque un instituteur part à la retraite, eh bien, il s'empresse de traduire en occitan, devinez quoi, eh bien, les fables de La Fontaine. C'est bien qu'il s'agit d'une appropriation ou d'une réappropriation, d'une transformation du message de l'école dans la culture et dans la langue dite d'origine, que d'une certaine manière on oppose à la langue dominante, à la littérature dominante, et que l'on veut, dans une espèce de chimère, remplacer dans l'imaginaire culturel. Donc, je suis en train de passer rapidement sur un certain nombre que j'avais notés concernant la traduction en Corse de 1925. Donc il s'agit bien de cela. Il semblerait en effet que l'affirmation d'une conscience linguistique nationale doivent impliquer nécessairement une prise de distance identitaire, ainsi que la dépréciation de la langue dominante et de ses productions. On va très loin. À l'époque de Matteo et de Pedro Roca, on va jusqu'à traiter la France de marâtre. C'est una madrigna. Vous voyez bien comment on entend là remplacer le concept de langue maternelle. Hein. C'est la langue d'une marâtre. Et donc, la préface de Matteo Roca, que je vais reprendre ici, pousse jusqu'au pamphlet, si vous voulez, cette opposition. Matteo Roca va examiner les différentes œuvres qui ont illustré les différentes langues qui sont à la disposition des Européens, et il va dire Miguel de Cervantes rese l'ultimo viaggio in Madrid il 23 novembre 1616. O stesso anno devia morire William Shakespeare, o gran tragico inglese accanto ao quale Corneille pare una cornacchia. Donc, Michel de Cervantes rendit le dernier soupir à Madrid le 23 novembre 1616. La même année devait mourir William Shakespeare, le grand tragique anglais, à côté duquel Corneille, pare una cornacchia, ressemble, est une véritable Corneille. Voilà. Vous voyez jusqu'où peut aller l'affirmation identitaire. Hein.
Ce n'est certainement pas, c'est une affirmation qui n'est certainement pas digne de la haute culture de Matteo Rocca, mais qui s'explique par le souci d'affirmer précisément, d'affirmer la langue à travers un certain nombre de signes, de marqueurs qui deviennent très rapidement des icônes, des emblèmes. Et on voit cela à l'œuvre dans la langue corse elle-même. On voit dans cette version, en quelque sorte, cette version de 1925, on voit comment le souci de l'auteur est à la fois, bien sûr, le porte vers le contenu. Il ne choisit pas par hasard cette œuvre qui, paraît-il, est la deuxième des œuvres les plus traduites au monde, semble-t-il. Hein, oui, c'est bien ça, n'est-ce pas? Après la Bible. Voilà. Donc, c'est la référence qui est importante, mais c'est aussi cette possibilité que l'on a de retravailler ce texte en donnant à l'autonomie de la langue corse une autonomie de plus en plus forte, et d'autant plus forte que le texte, vous l'avez dit, est un texte, vous l'avez dit dans vos différentes communications tout à l'heure, c'est un texte extrêmement plastique, c'est un texte souple, c'est un texte qui se prête à 1000 interprétations, mais qui se prête aussi à 1000, non pas contrefaçons, mais à 1000 manipulations dont certaines peuvent avoir des motivations qui sont un peu loin de la traduction. Et je conclurai en disant, je conclurai du moins cette partie avant de vous entretenir d'une autre utilisation du texte de Cervantes, d'une utilisation proche de chez nous, puisqu'il s'agit de la Sardaigne. Je conclurai cette partie-là en disant que ce qui importe avant tout à cette époque-là, c'est de doter la langue corse d'un certain nombre de référents littéraires qui constituent un véritable édifice, une sorte de panthéon littéraire de la Corse qui n'existe pas en langue corse. C'est le souci de la Mouvre, c'est le souci des concurrents et rivaux de la Mouvre qui sont les animateurs et les tenants de l'Annu Corsu, les uns étant plutôt autonomistes avec une évolution peut-être vers une indépendance programmée de la Corse, les autres étant plutôt régionalistes, les ciernéistes étant régionalistes. Eh bien, les uns et les autres songent également à doter de la Corse d'un véritable panthéon littéraire. Et ils vont très vite, ce qui explique précisément dans ces années, dans ce raccourci historique, une créativité peut-être un peu brouillonne, mais enfin, l'enjeu, vous le comprenez, est ailleurs. Alors, je voulais faire état de ce qui se passe en Sardaigne en ce moment, vraiment en ce moment. Il y a depuis le début de l'année 2016, véritablement, un grand mouvement en faveur du Don Quichotte. Il y a eu une traduction qui a été faite, aux éditions Keratsu, qui sont à Cagliari, et qui ont lancé une véritable opération, politique autour de cette édition du Don Quichotte. C'est une opération politique, ça a apparu dans le... Alors, le traducteur en sarde, en langue sarde, oui, c'est évident, en langue sarde. Alors, une chose à remarquer, c'est qu'il y a entre l'édition, d'abord,
entre l'édition de Matteo Rocca de 1925 et l'édition française, qui est extrêmement dépréciée, il y a quand même quelque chose comme 3 siècles. Il y a 3 siècles. La France a pensé, avant la Corse, à traduire le Don Quichotte. Hein, ça, c'est une première chose. Ensuite, on peut s'étonner de voir que la Sardaigne ne traduit, qui a une affirmation, qui a une autonomie beaucoup plus développée, qui a une force économique également, qui a un réservoir démographique important, qui a une littérature reconnue au niveau international, ne songe que très tard à traduire cette œuvre dont on a dit combien elle est exemplaire et combien elle est importante dans la bibliothèque de l'humanité. En effet, cette traduction est la première, à ma connaissance. Hein, donc, 2016, on voit un écart qui s'explique vraisemblablement par les référents identitaires. Je crois que quand on est une situation comme la Corse, on n'a pas une foule de référents identitaires. Donc, on utilise ceux qui sont à la disposition d'eux. Et c'est ce qui explique le choix, à mon avis, de Matteo Rocca et de Pedro Rocca. Et la Sardaigne a d'autres éléments, en particulier son folklore, sa culture populaire, mais aussi son économie, son 1,5 million d'habitants. Voilà, sont des éléments qui ont peut-être retardé le recours à cet emblème identitaire. Et en tout état de cause, aujourd'hui, il y a une véritable opération de promotion du Don Quichotte. Voici un Don Quichotte de Samancia. Voici ici, si vous voulez. Voilà, je voulais donc à la fois vous dire l'intérêt que j'avais éprouvé, le caractère problématique de cette traduction, le souci que vous pourrez avoir de lire dans cette édition, lorsqu'elle sera faite, la possibilité d'une édition en corse, disons, contemporain, qui serait plus pédagogique, hein, et qui serait en confrontation utile avec la réédition de ce manuscrit. Merci. Merci à vous.